organisé par France Pat. On est sur le deuxième webinaire de la journée. Je vais vous proposer de commencer ce webinaire. Donc, je vais faire le test de partage d'écran et vous me direz si vous voyez bien le support. Est-ce que mes intervenants sont bien autour de la table? Oui. Oui. Oui, oui. Parfait, j'ai entendu 4 voix. Vous voyez mon écran? Je vais essayer de le passer en plein écran. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Parfait. Oui. Parfait. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce second webinaire organisé par le réseau France PAT, un webinaire qui porte sur la mobilisation des acteurs économiques intermédiaires dans les projets alimentaires territoriaux. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Louise Massé, je suis responsable adjointe du service politique agricole, filière, alimentation et territoire au sein de Chambre d'agriculture France. Chambre d'agriculture France qui co-anime aux côtés de Terres en Ville le réseau France PAT. Donc vous êtes dans ce second webinaire. Je suis accompagnée d'un certain nombre de collègues, notamment de CDA France, Zoé Micol et Léna Pevergne, qui vont m'accompagner dans la réalisation de ce webinaire. Je vous remercie parce que vous arrivez, là je vois que le compteur s'affole et vous arrivez en nombre pour ce webinaire. On est ensemble pendant 1h30. Peut-être quelques modalités pratico-pratiques. Donc, je vous invite à bien penser à couper vos micros, sauf les intervenants, pendant le webinaire pour bien laisser la parole et pas interférer avec la prise de parole de nos intervenants. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, même si on a prévu des temps de respiration et de questions-réponses. D'ailleurs, je vais vous présenter tout de suite le déroulé du webinaire. Donc, il va se dérouler en 4 temps. On aura un premier temps d'une prise de parole croisée avec 2 retours d'expérience très concrets de filières qui ont été développées dans le cadre de 2 PAT différents, de 2 PAT d'échelles différentes, un à l'échelle d'un département et un autre à l'échelle d'un pays. Un temps de respiration de questions-réponses, et puis on repart sur un troisième temps avec une prise de parole d'un opérateur économique, avec deux témoignages pour que cet opérateur économique nous partage sa vision terrain, sa vision économique et les opportunités que peuvent revêtir les PAT, et puis un autre temps de questions-réponses. Avant de donner la parole à mes intervenants, un petit point de contexte. Pourquoi s'intéresser à la mobilisation des acteurs économiques intermédiaires dans les PAT? Parce que donc bon, ça fait 10 ans que les projets alimentaires territoriaux ont été lancés suite à la loi d'avenir de 2014. Et quand on regarde un peu dans le rétroviseur et quand on fait le constat, on remarque qu'on a encore un peu de mal à mobiliser, à intéresser des opérateurs économiques dans les PAT, et en premier lieu desquels peut-être les opérateurs donc de l'aval. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a des freins? Et au contraire, est-ce qu'il y aurait des opportunités pour eux qu'ils n'arrivent pas à identifier? Et en quoi, pour les PAT, c'est intéressant, opportun, pertinent d'aller chercher ces opérateurs économiques, en quoi ils ont une plus-value, en quoi ils peuvent être ressources pour faire avancer, mener à bien un certain nombre d'actions dans le cadre des PAT. Donc l'objectif, c'est, voilà, ce constat, il n'est pas forcément très positif, mais l'objectif de ce webinaire, c'était de donner la parole justement à des porteurs de PAT, des acteurs des PAT, qui sont parvenus justement à mobiliser des acteurs intermédiaires, alors des acteurs de la transformation, des acteurs, c'est notamment des acteurs de la transformation que vous allez entendre aujourd'hui dans le cadre de PAT, en quoi ça a été facile ou pas de les mobiliser, quels ont été les freins, et au contraire, quels ont été les leviers pour les mobiliser. Donc, une petite présentation très rapide de mes 4 intervenants. Vous voyez bien toujours mon écran qui est passé à la seconde slide? Oui. Parfait. Oui. Donc, je ne vais pas détailler la fonction et les interventions des 4 personnes que vous voyez à l'écran. Je les laisserai se présenter en temps et en heure. Elles sont bien plus à même de se présenter que moi. Donc, je donne tout de suite la parole. On part sur la première séquence de ce webinaire. Et je donne tout de suite, donc on part sur un temps de prise de parole croisée, comme je vous l'expliquais, avec une première intervention donc de Lucie Champion sur un retour d'expérience, structuration de filière viande bovine,
Label Rouge et Veau Bio à destination de la restauration collective et des GMS. Donc, Lucie, si tu veux bien te présenter le cadre du PAT dans lequel tu travailles, et puis ensuite présenter le retour d'expérience de la filière que vous avez montée. Et tu me dis quand passer les slides. Ok, ça marche. Et bien déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup en effet d'être si nombreux. Je vois qu'on est à 124 participants, donc j'ai un peu la pression. Donc effectivement, donc Lucie Champion, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, donc en charge notamment de l'animation et la mise en œuvre opérationnelle d'un projet alimentaire départemental, puisqu'on a la spécificité dans le département 37 d'être porteur en qualité de chambre d'agri d'un projet alimentaire en lien avec les services de l'État. Donc on est accompagné dans le pilotage par la préfecture d'Indre-et-Loire. Donc, juste pour permettre d'avoir un petit peu le contexte en tête, l'idée du projet alimentaire départemental, c'est bien de venir en complémentarité des démarches qui vont plutôt être portées à l'échelle infra, par notamment les intercommunalités. On a un territoire qui est plutôt dynamique, nous, sur les questions de projets alimentaires territoriaux. On a donc effectivement plutôt une articulation entre une échelle infra et l'échelon départemental. Et l'échelon départemental vise à travailler des sujets qu'il est moins pertinent ou opportun de travailler à l'échelon infra, et notamment la structuration de filières, qui est vraiment le socle du projet alimentaire départemental. Donc, bah, écoute, je t'invite, Louise, à passer à la diapo suivante si tu veux, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, donc, aujourd'hui, l'objectif était de vous présenter la filière, enfin deux filières, donc les filières en viande bovine qui ont été structurées dans le cadre de ce projet alimentaire départemental. Donc, pourquoi des filières viande bovine? Donc, petit rappel là aussi du contexte d'émergence. Le projet alimentaire départemental a vraiment commencé à naître en 2018. Pourquoi en 2018? En 2018, sur le territoire du 37, on a eu la sortie des zones défavorisées simples. C'est un dispositif d'aide qui vient compenser en fait des territoires qui agronomiquement voilà, sont plutôt contraints. Donc essentiellement chez nous des bassins d'élevage. Donc moins de revenus pour les éleveurs de ces territoires. Rapidement, on s'est mis autour de la table en se disant comment on peut créer de la valeur ajoutée sur ces exploitations. 2018, c'est également l'arrivée de la loi Egalim, et notamment avec les obligations en matière de restauration collective, d'avoir 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio, dans les approvisionnements des restaurations collectives du territoire. Donc, l'ensemble des acteurs, par le biais notamment du projet alimentaire départemental, a pu se retrouver voilà, autour d'une table. Il y a eu des discussions communes et on s'est rapidement dit pourquoi pas accompagner les éleveurs du territoire sur des filières de qualité pour pouvoir aux besoins de la restauration collective du territoire et en même temps donc arriver effectivement à aller sur une plus juste rémunération des producteurs. Donc voilà un petit peu le contexte d'émergence d'une première filière. Donc c'est la filière Label Rouge Le Grand Bœuf. Donc c'est une filière donc viande bovine. On a 20 éleveurs aujourd'hui qui sont qualifiés sur le territoire. Ça représente à peu près 385 animaux qui ont été commercialisés depuis le lancement en septembre 2021. Et aujourd'hui, on est sur un rythme actuel de 4 à 6 animaux qui sont abattus par semaine, avec une valorisation économique plutôt intéressante, puisqu'on est à 5,80 du prix carcasse payé producteur. Alors même si aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas encore à atteindre l'objectif de départ, qui était d'un différentiel positif de plus 60 centimes pour les éleveurs engagés. Donc ça s'explique par différents facteurs que je pourrais voilà, vous préciser plutôt donc, lors des questions. Cette filière, puisqu'elle était opérationnelle et qu'elle fonctionnait plutôt bien, on a lancé une seconde filière, donc c'est la filière veau en agriculture bio. Donc en septembre 2022, aujourd'hui ça concerne à peu près 11 éleveurs et on est à peu près voilà, sur aussi 225 animaux qui ont été abattus jusqu'en juin 2024 et on est sur là aussi un prix qui permet de maintenir une juste rémunération pour les agriculteurs en bio dans un contexte un petit peu de décroissance de la filière bio aussi, hein, puisqu'on est à 9,70 prix kilo carcasse payé producteur. Et j'insiste, donc ces deux filières ont pour finalité d'approvisionner la restauration collective du territoire par le biais notamment d'un groupement de commandes. Et c'est là que ça nous permet d'amener donc du coup sur la deuxième slide pour vous présenter un petit peu en quoi justement, voilà, quels sont les acteurs clés aussi, et notamment les opérateurs intermédiaires et de l'aval, en quoi est-ce que dans ces filières, c'était vraiment un rôle qui est prépondérant et qui est crucial. Donc, premier partenaire extrêmement important dans ces filières, c'est l'abattoir. Aujourd'hui, on travaille avec les abattoirs du Perche Vendômois qui sont situés donc sur le 41, donc département limitrophe au 37.
Pourquoi, à l'abattoir de Vendôme, on avait un outil de transformation sur le territoire qui malheureusement a fermé ses portes. Donc on a fait le choix de travailler effectivement avec l'abattoir de Vendôme dans une logique de proximité aussi et puis, de maintenir un outil existant et avec un rôle, extrêmement important puisque l'abattoir de Vendôme, aujourd'hui, donc nous, il y a une vraie plus-value à travailler avec cet opérateur. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une compétence déjà, une maîtrise, un savoir-faire qu'on n'a pas, sur l'abattage, sur la transformation. Donc là, c'est vraiment, voilà, un outil de transformation, qui est crucial pour structurer les filières sur le territoire. Et en plus, effectivement aussi, Abattoirs de Vendôme, une grosse capacité de réponse au marché public. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de pouvoir s'entourer, d'opérateurs, et d'acteurs plutôt, économiques qui ont ce type de compétences et de pouvoir vraiment, conquérir des marchés publics et répondre dans le cadre d'appels d'offres. Troisième compétence qui est indispensable, aujourd'hui et que l'abattoir possède, c'est aussi la compétence logistique. Donc la compétence logistique, c'est vraiment pas négligeable. Aujourd'hui, dans beaucoup de projets alimentaires territoriaux, on bute et on achoppe un petit peu sur cette question de la logistique, sur la question de l'acheminement. Passer par un acteur intermédiaire de la transformation qui a cette compétence et qui a le savoir-faire avec en interne une flotte logistique, c'est vraiment une grosse plus-value aujourd'hui pour nous dans le cadre, du schéma de filière qui a été retenu. Donc le schéma de filière, vous le voyez un petit peu, donc c'est plutôt sur la droite de l'écran. Vous avez voilà, un petit peu la mécanique qui est en place. Donc on retrouve bien les éleveurs en amont, qui sont fédérés aujourd'hui, en association. On a donc 2 collèges, la filière Grand Bœuf, la filière Veau Bio. On a une animation et un PIB plutôt porté par la Chambre d'agriculture 37, donc qui va toucher plutôt tous les aspects de coordination et cetera. On a du conseil technique avec un organisme d'élevage chez nous. On a, après 2 opérateurs qui sont importants aussi, je pourrais détailler dans les questions. Donc c'est l'organisme de gestion pour le pilotage du label Grand Bœuf. On ne l'a pas sur la filière Veau Bio puisque c'est le cahier des charges de l'agriculture bio qui s'applique. Un opérateur de collecte bovimène qui là aussi joue un rôle prépondérant puisque c'est le premier opérateur qui va collecter les animaux en ferme pour les emmener ensuite donc à l'abattoir de Vendôme. Je reviens pas sur le rôle de l'abattoir qui voilà donc du coup qui est assez crucial, hein, dans la filière. Et dernier aussi, donc maillon, de ce schéma, c'est les acheteurs et notamment donc parmi les acheteurs, on a 2 opérateurs clés. Le premier c'est la restauration collective, donc c'est les acheteurs publics du territoire et là, je vais d'abord en premier lieu donc souligner toute l'importance, et le rôle qu'a pu jouer sur le 37 le conseil départemental. Donc le conseil départemental chez nous, il y a vraiment eu un travail phénoménal qui a été, fait. Il y a eu une mobilisation en fait, de la cellule commande publique du conseil départemental pour supporter toute l'ingénierie contractuelle, d'un groupement de commandes. Donc c'est-à-dire que le conseil départemental 37 s'est porté pilote d'un groupement de commandes ouvert à l'ensemble des acheteurs publics du territoire pour rédiger donc du coup un appel d'offres sur des filières en viande bovine fraîche labellisée. Et donc c'est à cet appel d'offres qu'a répondu l'abattoir de Vendôme avec les éleveurs de notre territoire. Donc là, le conseil départemental a vraiment joué un rôle, très important en ce qu'il a permis en fait, d'avoir une capacité d'achat conséquente, donc de faire de la massification en engageant donc la création d'un groupement de commandes. Groupement de commandes donc qui fait vraiment levier pour permettre d'engager la production sur le territoire et avoir des volumes suffisants aussi, pour engager un outil de transformation. Et en plus, donc aussi de rôle très important puisqu'il a mobilisé ses compétences en matière d'ingénierie contractuelle pour les mettre au service de l'ensemble des autres acheteurs du territoire qui sont moins outillés ou qui ont moins la capacité de travailler aussi, finement la question des marchés publics. Je pense par exemple à des toutes petites communes et c'est tout l'intérêt du groupement aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des profils très différents. On va avoir des communes, d'à peu près 40 couverts jusqu'à par exemple la ville de Tours qui possède, voilà, qui a 8 500 repas par jour. On va avoir des EHPAD, pareil, de typologies assez différentes. On va avoir les lycées et l'ensemble des collèges aussi du département qui sont associés à ce groupement de commandes aujourd'hui et qui ne s'approvisionnent en viande bovine, donc en grand bœuf et en veau bio, que par le biais des filières que j'ai évoquées. Donc ça, voilà, donc vraiment deux grands opérateurs avec chacun vraiment un poids conséquent dans la filière et il y a vraiment voilà, un travail partenarial soutenu entre abattoirs et groupement de commandes, donc la Restocco. Et aujourd'hui, donc dernier aussi acteur clé, vraiment essentiel dans le cadre d'un schéma de filière, pour en tout cas nous, les filières Grand Bœuf et Veau Bio, ça va être les opérateurs économiques de l'aval, mais plutôt les opérateurs économiques privés. Donc là, en complémentarité avec la partie achat public de la restauration collective, ça va être plutôt donc effectivement donc les grandes et moyennes surfaces et puis, notamment les artisans bouchers. Donc là, ça nous permet, nous, aujourd'hui, déjà de répondre à la démarche de base qui était de permettre aussi, dans le cadre du PAD, à tout un chacun d'avoir accès à des produits locaux, de qualité, donc à n'importe quel consommateur et pas que par le biais de la restauration collective.
Mais également, ça nous permet d'atteindre, donc du coup, de faire plus facilement l'équilibre matière, puisque vous vous en doutez, la restauration collective va prendre essentiellement les avants des animaux. Et donc là, on arrive bien à avoir une valorisation complète des carcasses avec plutôt une absorption des arrières par voilà, des débouchés plus, enfin, autres que la restauration collective, notamment donc GMS et artisans bouchers. Et puis un rôle aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, les GMS et artisans bouchers ont une capacité d'achat qui va être différente de celle de la restauration collective. Et notamment, ça va nous permettre de travailler la valorisation économique des arrières. Valorisation économique pour arriver à atteindre effectivement cet équilibre économique que j'évoquais en préambule et qui nous permet d'avoir vraiment une juste rémunération des producteurs. Puisque, on le sait aussi, la restauration collective, et chez nous c'est à saluer, a fait un énorme travail pour arriver à réfléchir des crédits et des financements pour vraiment pouvoir avoir une capacité d'achat en coût matière plus élevée, notamment donc appuyer et soutenir les filières locales. Mais on sait aussi que la restauration collective n'a pas des budgets qui sont extensibles et on a fait face à une inflation au niveau des prix voilà, des matières premières et notamment sur les marchés de la viande, il y a eu une hausse très conséquente du prix de la viande sur les 4 dernières années. Donc c'est aussi via les opérateurs de l'aval et notamment via GMS et artisans bouchers aujourd'hui qu'on peut arriver à retrouver cet équilibre économique aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'ensemble voilà, de l'importance d'associer des acteurs qui sont différents, qui vont avoir des savoir-faire d'une part, là je pense plutôt aux intermédiaires et notamment aux outils de transformation, et puis d'autre part d'avoir aussi des acheteurs qui ont des capacités différentes pour vraiment consolider et travailler en complémentarité des filières. Donc voilà un petit peu, alors peut-être que j'ai été assez vite, donc ne pas hésiter à repointer des éléments ou à me poser des questions, voilà, pour qu'on puisse détailler un petit peu le sujet. Merci beaucoup Lucie, tu as été parfaite niveau timing et ça laissera plein de questions j'imagine, en tout cas moi j'en ai mais je laisserai la primeur aux participants. Merci beaucoup Lucie. Je donne tout de suite la parole donc à Lise pour la seconde filière, déployée ou en cours de déploiement dans le cadre d'un autre PAT. Lise, vous nous entendez? Je vous laisse vous Oui, présenter et même question que pour Lucie, donc je vous laisse vous présenter en quelques lignes votre PAT et puis nous détailler donc la filière piscicole que vous êtes en train de monter et retravailler, je dirais, dans votre territoire. Je vous laisse m'indiquer les slides quand il faut les passer. ça marche. Merci Louise. Donc, je suis Lise Bertolero, je suis en charge du PAT sur le pays de Sarrebourg depuis le début de l'année et j'étais précédemment au sein de la ville de Paris sur les fonctions de PAT également. Donc, petit changement d'échelle. On peut passer à la slide suivante pour vous présenter un petit peu le PAT du pays de Sarrebourg. Donc, c'est un PAT qui rejoint regroupe deux communautés de communes, celle de Sarrebourg-Moselle Sud et celle du pays de Phalsbourg, avec 16% du département de la Moselle. Donc, on n'est plus dans le 37, mais dans le 57 cette fois-ci, avec 102 communes et 9% de la population du territoire mosellan. On a deux pôles urbains sur le territoire, qui sont ceux de Sarrebourg et de Phalsbourg. Et on est également un territoire naturel assez exceptionnel, puisqu'il a été reconnu réserve de biodiversité de biosphère, pardon, j'ai mon collègue qui s'occupe de la réserve de biosphère qui me souffle le bon nom, donc réserve de biosphère de l'UNESCO. Et donc, ce qui a tout son intérêt aussi pour la partie piscicole, puisqu'on a un territoire d'étang, une partie qui est dans le parc naturel régional de Lorraine et une partie du territoire qui est également en territoire montagne. Le PAT a été labellisé en 2021 de niveau 1 et nous avons été labellisés niveau 2 en 2024. On avait à l'origine 4 actions matures qui ont été identifiées, donc la valorisation laitière, la restauration collective avec la filière dont nous venons de parler juste avant, qui est la filière viande, les points de vente alimentaires et la filière piscicole qui va nous intéresser, et d'autres actions avec d'autres filières comme la filière maraîchère, les vergers, ou encore la lutte contre la précarité alimentaire et des actions de sensibilisation. On peut passer à la slide suivante, Louise. Donc, pour nous intéresser au projet de transformation de la filière piscicole, donc, qui a débuté en 2021,
Les premières approches se sont faites en fait de façon plutôt individuelle entre un porteur de projet, un pisciculteur, avec les élus locaux et ces contacts ont amené à une réflexion plus globale sur plusieurs pisciculteurs. Un groupe qui aujourd'hui est composé de 3 piscicultures, mais qui était un peu plus large précédemment. Il y en avait 5 initialement. Certains ont arrêté leur activité entre-temps. Donc en 2021, on commençait la partie réflexion et concertation avec les différents acteurs. La candidature à la AP Plan de relance qui a permis de financer les différentes études. Donc on a eu 2 études sur cette transformation piscicole. Une qui a eu lieu entre avril et août 2022 sur la partie études de marché. Donc vraiment pour voir si déjà les débouchés étaient suffisamment présents sur le territoire, sachant qu'on a un des pisciculteurs qui a l'ensemble quasiment de sa production qui partait en Suisse et qui donc a déjà un marché en Suisse et qui souhaite le garder, mais également pouvoir apporter sa matière première sur le territoire. Cette étude de marché a été plutôt positive, a montré qu'il y avait différents débouchés qui pouvaient exister, tant d'un point de vue restauration collective que d'un point de vue restauration privée et grande et moyenne surface également. L'étude de faisabilité, elle a eu lieu entre fin 2022 et juin 2023. Qui a vraiment permis de déterminer les volumes nécessaires, le type de bâtiment, de commencer à entrevoir un petit peu la synergie entre les différents acteurs qui composeraient cet outil de transformation. Et on arrive en 2024 avec aujourd'hui une partie plus large de ce projet. Donc, on a commencé avec la partie pisciculture et aujourd'hui, on élargit sur un outil de pôle agroalimentaire dont je vous parlerai un petit peu plus à la fin. On peut passer à la slide suivante, Louis, si tu veux. Et donc, pour vous dire que je vous parlais tout à l'heure de la réserve de biosphère. Les étangs en eux-mêmes sont un réservoir de biodiversité très important, donc on a un intérêt à la préservation de ces territoires. Il n'y avait pas de valorisation jusqu'à présent des poissons. Ils étaient tout simplement pas consommés sur place, donc les poissons d'étang. Il n'y a pas forcément une connaissance profonde des habitants des poissons d'étang. Mis à part, il faut quand même nuancer un petit peu avec les personnes âgées qui ont un petit peu plus de connaissances sur la partie poisson d'étang. Et surtout, une absence d'outils d'abattage et de transformation sur le territoire. Donc, c'est bien cette partie-là sur laquelle on s'est concentré pour pouvoir aboutir aujourd'hui à cette idée d'outils de transformation. En plus, c'est une activité, la pisciculture, qui est un peu en déprise. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu notamment 2 personnes qui ont arrêté leur activité, soit un qui était un départ à la retraite, mais l'autre qui a arrêté son activité en raison des conditions et notamment parce que avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de prédation, notamment des cormorans sur les poissons. Donc aujourd'hui, on a 3 acteurs qui sont engagés dans cette démarche. Le domaine départemental de l'Indre, qui lui a 12 étangs, qui a une production de poissons tout azimut. La pisciculture Chambion, qui a 60 hectares d'étangs, qui elle produit des carpes, des gardons, des cendres, des perches, des brochets. Et Lucas Perche, qui est en aquaculture de perches et cendres. Ils ont tous les 3 ne travaillaient pas du tout ensemble. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir pu justement travailler autour de ce projet-là qui les a rassemblés et qui leur a fait voir un intérêt commun dans le projet. Donc, pour trouver de nouveaux débouchés, valoriser les produits localement et pas uniquement à l'extérieur du territoire, et notamment avec les cantines scolaires. Donc, on a l'avantage d'avoir le domaine de l'étang de l'Indre qui est départemental, donc aussi de pouvoir voir avec les cantines des collèges. Donc, il y a des tests qui ont été déjà réalisés auprès des cantines des collèges et d'avoir une complémentarité entre les activités d'aquaculture
et de pisciculture, parce que c'est des temporalités différentes, et ce qui permettrait d'avoir un outil de transformation qui est à la fois utilisé pour la partie printemps-été sur l'aquaculture et sur l'étang, la pisciculture d'étang sur l'automne-hiver. Et donc qui permet d'avoir justement pas une utilisation de l'outil temporaire uniquement. On vise un traitement de 64 tonnes à l'année de poissons, donc environ 50 tonnes de perche. Donc la perche, elle se ferait de mars à septembre, et 14 tonnes de carpe, donc de novembre à décembre, et ce qui représente environ 300 kilos de poissons vifs par jour. Donc ça fait quand même déjà une certaine quantité. C'est des quantités qui aujourd'hui, on s'est basé sur ces quantités minimales pour l'outil, qui aujourd'hui sont des quantités qui sont déjà réalisées par les pisciculteurs. Et donc ça permettrait de produire des filets de découpe de poissons frais, soit conditionnés, soit surgelés. Et également, on aimerait pouvoir avoir des produits plus transformés, donc frits ou pré-cuits. Et également, une possibilité de valoriser les sous-produits. Donc peut-être avec la partie soupe, mais pour éviter un gaspillage sur ces éléments-là. Comme je vous le disais, on peut passer à la slide suivante, Louise. On est parti de ce projet-là et déjà à la fin de l'étude de faisabilité sur la pisciculture, on voyait déjà naître des idées d'associations qui auraient pu permettre autre chose que l'outil de transformation piscicole uniquement, et notamment sur une partie conserverie qui pourrait permettre le traitement en rillettes, le traitement des soupes. Et du coup, si on parle de conserverie, pourquoi pas apporter une partie légumerie qui permettrait d'apporter les autres ingrédients aux différentes recettes avec la partie maraîchère du territoire. Et puis, début 2024, on a 4 EHPAD qui sont venus nous voir, qui sont aujourd'hui en groupement et qui souhaitent pouvoir réaliser une cuisine centrale sur le territoire. Ils ont chacun aujourd'hui leur cuisine, mais avec les problématiques qu'on connaît tous actuellement de manque de personnel, de difficultés de recrutement, de vétusté du matériel, ils souhaitent se regrouper et pouvoir construire une cuisine centrale. Donc, vraiment, l'idée est née de mettre en place un pôle agroalimentaire avec cette cuisine centrale, la partie atelier de filetage de la pisciculture, une légumerie, une conserverie, de la logistique adossée pour pouvoir aussi permettre la logistique des circuits courts et la rendre plus aisée pour les producteurs, du stockage et de la mutualisation de fonctions. Donc, on en est à un stade beaucoup moins avancé que ma collègue précédemment. Évidemment, il s'agit ici de pouvoir aussi faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont absolument pas l'habitude de travailler ensemble et qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, de vraiment pouvoir avoir tout le monde autour de la table et que chacun puisse trouver son intérêt dans le projet et s'investir pleinement dans ce projet-là. On a la chance d'avoir un alignement des planètes sur les différents projets en même temps et qui nous permettent d'envisager aujourd'hui ce pôle agroalimentaire avec une véritable volonté politique aussi sur le territoire de voir naître cet outil de valorisation du territoire également. Merci beaucoup, Lise. Parfait, rien. pareil, le timing est parfaitement respecté, donc merci beaucoup à toutes les deux. Je vais arrêter mon partage d'écran et donc là, on va rentrer dans une séquence de questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait quelques dans le chat, donc je vais et alors, pour ceux qui n'auraient pas encore, osé, poser le, ah bah mince. Non, OK, je vais faire différemment. Je vais repartager mon écran et je vais non,
non, je vais les prendre autrement. N'hésitez pas aussi à lever la main. Je vais commencer par les questions du chat et puis je vais vous donner la parole aussi à distance. Peut-être juste avant de prendre les questions, vous dire que ça nous tenait à cœur, côté France Pat, de présenter des filières qu'on a peut-être moins l'habitude de voir dans les PAT. On ne voulait pas forcément reparler de filières maraîchage, etc. Donc, d'où l'idée de montrer des filières sous signe de qualité en viande bovine et une filière peut-être plus originale pour certains PAT, la filière piscicole, qu'on a peut-être moins l'habitude de voir aussi. Donc, je vais me permettre de vous citer par vos prénoms pour prendre les questions. Donc, il y a Bertrand, je pense, qui s'adresse à Lucie. Les sociétés de restauration collective privées ont-elles ou pas été associées? Alors, au démarrage du projet, effectivement, on est vraiment parti avec un gros appui restauration collective publique dans un premier temps. Donc, plutôt avec des établissements aussi qui sont en gestion directe. Pour les établissements qui sont en délégation de service public et qui font appel effectivement donc plutôt à des sociétés de restauration collective privées, c'est venu dans un second temps. Et notamment là, donc ça a été un travail partenarial qu'on a mené avec l'abattoir de Vendôme pour effectivement aller démarcher et prospecter ces sociétés de restauration collective. Donc on a effectivement 3 sociétés aujourd'hui qui sont approchées. On en a une qui a intégré déjà des produits Grand Bœuf et Vobio dans ses approvisionnements. Donc là aujourd'hui, voilà, c'est en cours. Le tout, c'est d'arriver effectivement à permettre à la restauration collective dans sa globalité, sa diversité, d'avoir accès aux produits. Après, donc, pour une des sociétés de Restocco, c'est un peu plus particulier parce qu'il s'agit d'Elior, pour la citer. Et Elior, donc là, c'est plutôt pour des restaurants d'entreprise. Donc ça nous permet aussi de faire ce travail un petit peu d'équilibre matière puisque c'est pas les mêmes morceaux qui vont être consommés. On est plutôt sur aussi des morceaux type arrière. Donc là, ça nous permet de faire cet équilibre matière et cette valorisation économique. Donc la question, c'est oui. Merci Lucie. Je vais enchaîner assez vite parce qu'il y a beaucoup de questions pour toutes les deux. Pardon. Marlène, Lucie te pose la question des prestataires de Restocco. Est-ce que les prestataires de Restocco achètent également à ces filières locales, pour justement celles qui ne sont pas en régie? Et ben donc ça revient effectivement un petit peu au sujet précédent. Donc oui, pas toutes dans la globalité, mais on a 3 sociétés qui sont intégrées effectivement et qui du coup, alors j'insiste bien, juste petite précision, le groupement de commandes qui a été structuré par le conseil départemental ne peut pas intégrer d'acteurs privés. Donc on est bien sur des acheteurs publics qui sont en régie d'un côté et après vraiment des sociétés qui passent en direct, par plutôt la case opérateur privé, quoi. Est-ce que tu veux nous préciser justement un peu comment c'est construit ou comment fonctionne le groupement de commandes? Oui, alors, donc de manière, donc très brève. Donc le groupement de commandes, comme je l'ai expliqué, a été mis en place à l'initiative, du conseil départemental. Le conseil départemental a mobilisé donc, ses équipes en charge de la commande publique pour structurer un accord cadre. Un accord cadre donc qui est ouvert à l'ensemble des acheteurs publics du territoire. Donc on va avoir différentes typologies de profils qui s'y retrouvent. Aujourd'hui, on intègre l'accord cadre uniquement et donc le groupement de commandes uniquement par vote en conseil d'administration ou bureau municipal lorsqu'on est une collectivité type municipalité. Et donc l'adhésion se fait et ensuite donc il n'y a pas de minimum, pas de maximum d'achat, ce qui permet de coller aux différentes typologies en fait d'acheteurs publics qu'on a en face. Je vous reprends l'exemple d'une ville de Tours, par exemple, avec 8500 repas par jour, qui n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'une toute petite collectivité qui fait 40 repas par midi, quoi. Donc, on n'a vraiment pas voulu avoir de maximum et de minimum pour permettre à tout un chacun de se retrouver. Et on a également donc pas d'imposition dans le bordereau de prix unitaire. Donc, le bordereau de prix unitaire, c'est un petit peu le catalogue des produits qu'on va retrouver dans le marché public. Et donc, on a un catalogue de produits en Grand Bœuf et en veau bio. Et donc là aussi, vous pouvez faire en fait vous pouvez piocher les morceaux qui vous intéressent par rapport à vos besoins. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le groupement. Et en place, la seule contrainte qui va exister pour les adhérents, ça va être de respecter un calendrier de commande. Donc c'est une commande en semaine A pour une livraison en semaine D, pour permettre la planification et faire tout le lien entre l'abattoir qui nous retransmet l'information et nous on fait le lien avec la filière, avec les éleveurs, pour être sûr qu'on a bien les animaux en face, etc. C'est la seule contrainte aujourd'hui qu'on a. Voilà. Alors, encore des questions pour vous, Lucie, mais Lise, préparez-vous parce qu'il y en a qui arrivent pour vous aussi. Lucie, alors il y a des questions sur les prix payés à l'abattoir, sorties, etc. Ce que je propose, Lucie, c'est qu'à l'issue des questions, tu puisses peut-être regarder les questions dans le chat et y répondre
directement. Amalia, je prends votre question juste après, mais je vais prendre les questions qui nécessitent des réponses peut-être moins faciles à écrire dans le chat. Il y avait des questions sur le type de filière. Donc tu as présenté des filières sous SICO, sous label rouge, label rouge et bio d'ailleurs. Est-ce que ces deux filières que tu as montrées sous label, est-ce que la démarche que tu as présentée, elle aurait été la même si ça n'avait pas été des démarches sous label? Première question, et je vais en prendre une autre en même temps. Sur le même sujet, c'était est-ce que... Alors attends, excuse-moi. Et est-ce que le label rouge était préexistant? Ok. Alors, donc effectivement, donc cette question, je vais commencer par cette dernière question qui va me permettre de reboucler avec la précédente. Le label rouge n'était pas préexistant sur notre territoire. Alors, quand je dis ça, c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Je vous explique. En fait, sur le département 37, donc sur l'Indre-et-Loire, on avait un label rouge qui était le label rouge bœuf fermier du Maine, qui en fait couvrait quasiment l'ensemble du nord du territoire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment l'Indre-et-Loire s'est fait. En gros, le département s'est coupé en deux par la Loire. Ce label rouge, il couvrait jusqu'à la Loire. Donc pour nous, c'était pas satisfaisant dans le sens où c'était discriminant pour une partie des producteurs du territoire en label qui ne pouvaient pas y accéder puisqu'ils ne faisaient pas partie de la zone géographique couverte par ce label rouge. Pour gagner du temps, pour éviter d'avoir à refonder un label, etc., en fait, on s'est rapproché de l'organisme de gestion, donc l'organisme de gestion Bœuf Fermier du Maine, qui est gestionnaire de ce label. Et on a travaillé pour en fait faire un peu un copier-coller du cahier des charges du Bœuf Fermier du Maine sur le département 37. Donc en fait, on a modifié l'aire géographique pour couvrir l'ensemble du territoire de l'Indre-et-Loire. Et c'est ce label qu'on a appelé le label rouge Le Grand Bœuf. Donc on est reparti d'un cahier des charges préexistant qu'on a finalement juste étendu géographiquement et qu'on a renommé. Juste dans son intitulé, on a gardé toutes les clauses techniques du cahier des charges du label rouge pour pouvoir intégrer l'ensemble des producteurs du 37 et permettre à n'importe quel producteur finalement d'avoir accès au cahier des charges s'il le souhaitait et de ne pas être empêché de par son siège d'exploitation, la localisation de son siège d'exploitation. Donc, ça m'amène donc sur la question plus globale de est-ce que ça aurait été différent si on n'était pas parti avec des labels? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on n'aurait pas réussi à pénétrer la restauration collective finalement locale qui avait elle-même une obligation réglementaire. Et aujourd'hui, cette obligation réglementaire, donc, elle est forte pour la restauration collective. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir répondre aux besoins de la Restoco, donc d'engager une démarche vers un signe officiel de qualité pour permettre vraiment une voie privilégiée. Ce qui s'est avéré d'autant plus pertinent qu'aujourd'hui, quand même, sur la famille des viandes et produits de la pêche, on est à 60% d'obligations réglementaires, donc d'approvisionnement sous signe de qualité pour la restauration collective locale, depuis le 1er janvier 2024. Et donc, bien sûr, ça aurait été différent puisque ça n'aurait pas permis d'engager aussi facilement l'intégration via la restauration collective. Et ça ne nous aurait pas permis de faire les effets de masse et les effets d'achat qu'il y a pour vraiment engager aussi le collectif de producteurs et créer une vraie valeur ajoutée via ce débouché-là. Donc aujourd'hui, pour rien vous cacher, on essaie de dupliquer un peu le schéma de la filière Grand Bœuf et Vobio sur d'autres filières et on essaie de travailler effectivement à développer d'autres signes de qualité. Donc notamment sur le légume, on a un sujet aujourd'hui et on partirait potentiellement davantage sur une filière HVE en légumes, puisque ça permet effectivement d'intégrer plus facilement la restauration collective aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie, pour ces réponses très précises. Comme je te le disais, il y avait d'autres questions pour toi, mais je t'invite à y répondre dans le chat, notamment celles de Marlène et de Nathalie. Et du coup, j'invite tous les autres participants à regarder les réponses dans le chat. Je prends la question d'Amalia. Vous aviez levé la main, Amalia, pour poser votre question. Je vous laisse ouvrir votre micro. La main et j'ai pas la main pour la baisser. Je peux pas être dans le chat ni j'ai levé la main, mais voilà, je retire ma question, j'ai eu ma réponse. Vous avez eu la réponse. Eh ben c'est parfait. Quand c'est comme Voilà. ça, c'est parfait. Merci. Lise, on passe à vous. Il y a des questions pour vous aussi. Lise, y avait-il des acteurs de l'aval préexistants impliqués sur votre projet? Alors, de type société de resto-co ou Par exemple. autre, alors effectivement, non, pas initialement. La partie piscicole, elle s'est vraiment développée de son côté au démarrage. En revanche, maintenant, avec la partie pôle agroalimentaire, on a vraiment cette partie cuisine centrale qui, aujourd'hui, est
à destination de ces 4 EHPAD, mais qui pourrait en fait étendre son fonctionnement sur d'autres restaurations collectives. Il faut savoir que aujourd'hui, la restauration collective chez nous, la restauration scolaire, fonctionne principalement avec des traiteurs locaux. Et donc, locaux ou non d'ailleurs. Et une partie de la restauration scolaire est aussi travaillée avec l'ESAT. L'ESAT rentrerait aussi dans le projet et pourrait augmenter ses capacités. La construction d'une cuisine centrale permettrait d'augmenter les capacités, sachant qu'aujourd'hui, elle est obligée de refuser des demandes. Et donc, ces parties aval qui n'étaient pas présentes initialement ont intégré le projet au fur et à mesure. Alors après, on est sur un projet qui est beaucoup moins avancé que celui présenté par Lucie. Donc la filière, elle est vraiment en création. Merci Lise. Une autre question pour vous. Donc, dans le contexte de la fameuse réserve de biosphère dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que le label bio a été envisagé pour la pisciculture et la transformation? Alors, il se trouve que l'étang de l'Indre est déjà avec un labellisé agriculture biologique. Donc, c'est déjà un label qui est présent, pas sur les 2 autres pisciculteurs, mais qui est présent sur la partie domaine de l'Indre départementale. Donc, il y a une partie, une partie de la filière qui est labellisée. Qui est labellisé. Ok, donc ça répond, j'imagine, en partie à la question, à l'une des 2 questions de Julien que je vais poser maintenant. Donc Julien vient du PAT de la Dombes. Ils ont la même problématique sur la filière piscicole, la carpe, et ils ont une difficulté sur les coûts trop élevés en l'occurrence là de la carpe en restauration collective. Est-ce que vous arrivez à intégrer du poisson local dans les cantines? Alors, Et puis l'autre question portée sur la labellisation Egalim, est-ce que la filière ok. était labellisée ou pas? Alors, sur la partie coût, pour l'instant, il n'y a que des tests qui ont été faits. Et avec la partie du coup qui était celle de l'étang de l'Indre, des carpes qui ont été transformées en beignets de carpe. Mais pour l'instant, comme on n'a pas les outils de transformation sur le territoire, on n'est pas encore allé plus loin. Le but vraiment, c'est de pouvoir avoir toute une partie de ces débouchés qui aillent sur la restauration collective. Et le domaine de l'Indre étant un outil départemental, on a un pont d'or vers les collèges, évidemment, mais le but, c'est de pouvoir élargir également à la partie restauration collective globale. Merci beaucoup Lise. Mais la question des coûts a été abordée effectivement, et ils ont fait des efforts aussi sur cette partie coût. Après, c'est pas un instrument privé que celui de l'étang de l'Inde, donc c'est également différent des 2 pisciculteurs privés. Et donc les pisciculteurs privés ont commencé à travailler un peu sur leurs coûts. C'est ça que... Alors oui, et c'est également une partie de l'étude de faisabilité qui aborde toute cette question des coûts, des différents coûts matières, des coûts de rentabilité, etc. Donc oui, c'est vraiment abordé dans l'étude de faisabilité. Merci beaucoup Lise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je n'en ai pas vu dans le chat. D'autres Et questions? Pardon, alors allez-y. juste, Louise, je suis désolée, moi je peux pas répondre C'est dans le bloqué. chat. Voilà, c'est D'accord. bloqué, mais je pourrais faire des réponses. Je pourrais faire les réponses par mail et puis on pourra Ouais. les mettre par la suite. En tout cas, voilà, l'objectif, puisqu'on a vu qu'il y a vos interventions respectives appelaient à des problématiques d'autres territoires, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être mis en contact. Enfin, l'objectif de France Pat, c'est aussi de créer un réseau des projets alimentaires territoriaux. Donc, si vous avez besoin des contacts de nos intervenants, et sous réserve de leur accord, évidemment, on pourra vous les fournir pour que vous puissiez poursuivre ces échanges et avoir des questions peut-être plus précises, techniques et des réponses adéquates. Avant de donner la parole, alors je posais la question est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en ai pas vu dans le chat, mais n'hésitez pas éventuellement aussi à... J'en ai une dernière dans le chat sur Pardon. le temps qui s'est écoulé en fait entre pour la mise en place de cette filière pour Lise.
fait, entre les toutes premières étapes Ah. du projet? Oui, pardon. Alors, la filière, elle n'est pas finie d'être établie, effectivement. Donc, on a commencé en 2021 et on est aujourd'hui en 2024. Le projet piscicole a pris un peu de retard du fait de la partie pôle agroalimentaire qui s'est ajoutée, donc des éléments autres qui se sont ajoutés et qui font que la concertation doit être augmentée. Et du coup, on va poser la même question pour Lucie. Voilà, parce que et du coup, c'est parce que c'est intéressant cette question du pas de temps, c'est souvent, ce qui peut bloquer parfois la mobilisation des opérateurs économiques justement, et le fait de les perdre parfois dans le temps long des PAT. Alors, donc, nous, sur la filière Grand Bœuf, donc prémisse des travaux et réflexions à partir de 2018. Lancement opérationnel en septembre 2021. Donc, il y avait une opération test qui s'était effectuée donc plutôt sur l'année scolaire précédente. Donc, c'était au mois de juin 2021 qu'on avait commencé à amorcer des tests pour vraiment se caler pour septembre. Et par contre, après, donc sur le veau bio, ça a été beaucoup plus vite, puisqu'en fait, le veau bio, on n'avait pas tout ce travail de cahier des charges à remettre dans la boucle. On est reparti donc du coup avec des producteurs qui étaient déjà labellisés. Donc, il y avait déjà le cahier des charges agriculture bio donc acté. Et donc là, on a gagné beaucoup plus de temps. On avait aussi gagné du temps sur le schéma de filière, puisqu'on avait déjà les opérateurs dans la boucle. Il a fallu finalement dupliquer le fonctionnement. Donc là, on a gagné beaucoup plus de temps, puisqu'en réalité, les travaux ont commencé quasiment, oui, fin 2021 et lancement opérationnel en septembre 2022. Avec là aussi, effectivement, des phases de test, plutôt donc du coup sur juin 2022. Merci Lucie. Il y a une demande de prise de parole de Virginie Barito, pardon. Virginie, je te laisse Louise. mettre, Si on a le temps, en fait, j'avais on a pas le mal. temps, on a le temps. Ouais. Merci pour vos présentations. Et donc, effectivement, moi, ça m'a un peu évoqué la question de la carpe dans les Dombes. Et du coup, je me demandais, vous avez beaucoup évoqué les acteurs publics, donc il y a toute la compétence qui est mise en avant. Alors, il y a des acteurs privés aussi qui sont arrivés, et de la transformation, de la distribution. Et est-ce que il y a eu d'autres types d'acteurs qui sont intervenus, notamment de l'accompagnement, ce qui est le cas, donc la personne du PAT de la Dombe me corrigera, mais il y a eu la RAG qui a joué un rôle important dans le cadre de la carpe dans les Dombes. Et du coup, voilà, est-ce que il y a eu d'autres acteurs, bureaux d'études, acteurs de l'accompagnement, etc., qui sont intervenus pour un appui technique, un appui d'animation, etc. Alors, on a eu effectivement l'accompagnement d'un bureau d'études, d'abord de la partie, donc ils ont répondu en même temps au marché, donc qui était sur la partie études de marché, et une partie sur l'étude de faisabilité. Et donc, c'est Serre France Gascogne Occitanie qui nous a accompagnés sur toute cette partie-là, donc de faisabilité technique, juridique, financière, bâtimentaire. C'est une étude très très complète et c'est eux aujourd'hui qui continuent à nous accompagner sur la partie pôle agroalimentaire également. Et donc aussi avec toute cette partie accompagnement des porteurs de projets et travail en commun qui n'était pas une partie connue pour ces acteurs-là, puisqu'ils en fait, ils agissaient chacun de leur côté sur leur domaine. Ça répond à ta question, Virginie? Oui, oui, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées, mais je vous invite à répondre directement dans le chat. Alors, bon, Lise modulo le problème technique, mais Lucie, je vois que tu as commencé. Par contre, je veux bien votre attention à toutes les deux, juste encore 3 minutes, parce que j'ai une question justement avant de donner la parole à nos deux intervenants à venir. Peut-être une question, la même question hein, pour toutes les deux, moins technique, moins précise et plus prendre un tout petit peu de recul par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui sur la mobilisation des opérateurs économiques. Est-ce que vous pourriez toutes les deux résumer à la fois comment vous résumez le rôle qui a été celui ou ceux du porteur de projet? Quel rôle a joué le porteur de projet, porteur du PAT dans la structuration de la filière? Et à l'inverse, quel a été le rôle des opérateurs économiques et quels intérêts
les opérateurs économiques respectifs de vos filières, ils ont eu à rejoindre le PAT? Alors, évidemment, vous devez parler pour eux, ils ne sont pas là autour de la table, mais peut-être qu'ils vous ont partagé leur ressenti, quel intérêt a été, en quoi ça a été intéressant pour eux de prendre part au PAT? Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer. Alors, j'y vais, je me lance. Allez. Je vais commencer d'abord par le rôle des acteurs économiques, puisqu'en fait, le projet de pisciculture, il est venu par les acteurs économiques eux-mêmes qui sont venus voir les élus locaux chez nous. Et c'est comme ça, en fait, que c'est rentré dans la démarche PAT. Donc, l'intérêt premier, il a été pour eux vraiment, je pense pas qu'ils auraient frappé à la porte du PAT directement parce que ça leur serait pas venu à l'idée, mais il est venu par les élus locaux. Pour ce qui est du rôle du PAT, c'est vraiment un rôle de facilitateur, d'accompagnement, de rencontre, beaucoup, d'animation autour de ces projets-là. Et évidemment, derrière, alors ce que je n'ai pas dit mais qui est important, c'est que sur la construction du bâtiment, ça serait les communautés de communes qui financeraient cette construction de bâtiments. Donc il y a aussi un intérêt financier derrière et un rôle financier du coup du PAT. Merci Lise d'avoir joué le jeu de la réponse. Lucie? De rien. À mon tour. Alors, donc, moi, dans le cadre du projet alimentaire départemental, le projet alimentaire départemental, pour moi, il a vraiment, enfin, l'énorme plus-value que ça représente, c'est vraiment d'arriver à, on a créé un espace d'échange. En fait, c'est vraiment créer un espace d'échange, de mise en réseau des acteurs, ce qui permet vraiment, je trouve, de partager les enjeux, de un. De deux, c'est vraiment de travailler en intelligence collective pour justement, c'est tout ce rôle de fédération, hein, de coordination, d'animation, donc du tissu d'acteurs locaux. Et puis, c'est de trouver des solutions justement qui répondent au plus grand nombre. Et ça, c'est vrai que dans le cadre du projet alimentaire départemental, c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires qui font partie effectivement de la discussion et que c'est vraiment un espace qui permet voilà, de pointer les difficultés des uns et des autres et d'arriver à se dire, bon, bah, OK, on essaie de travailler ensemble et de trouver justement des solutions et de mettre en place des dynamiques de territoire. Et donc, dynamique de territoire, c'est ça aussi qui est intéressant pour les opérateurs économiques privés qui vont finalement intégrer notamment là, les projets de filière. Pourquoi? Parce que c'est déjà, ça permet à des outils qui sont en place de pérenniser leurs activités. Parce que si les filières, elles ont quelque part aussi comme intérêt derrière de faciliter des logiques d'installation, s'il n'y a plus d'installation à un moment donné, il n'y aura plus de gisement non plus de producteurs pour ces mêmes outils qui travaillent avec le territoire. Donc, il y a vraiment, c'est une perspective plus long terme, et puis c'est aussi une perspective d'ancrage local et de prospection commerciale et d'arriver à créer du débouché, hein. L'abattoir de Vendôme, c'est quand même conséquent aujourd'hui. Alors, je ne veux pas m'engager à sa place, mais il n'empêche que le groupement de commandes du 37, c'est 67 acheteurs publics qui s'approvisionnent à ses côtés aujourd'hui. Donc, il y a un rôle, enfin, c'est énorme en tout cas la plus-value que ça a permis d'apporter économiquement à l'outil. Et au-delà de ça, du coup, c'est aussi des territoires qui conservent de l'élevage et du coup qui conservent aussi, voilà, du coup, forcément le gisement pour l'abattoir, quoi. Si je résume, ça fait ça. Mais c'est très bien résumé. Merci beaucoup à toutes les deux. Restez connectés. Donc, on a beaucoup parlé, on vous a donné la parole en tant que porteuse du PAT, animatrice du projet de votre projet alimentaire territorial respectif. Maintenant, on va écouter des acteurs économiques. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Bruno et Flavie Thiré. Je vais repartager mon écran. Je vous laisse vous présenter. Et je vous laisse me dire quand vous voulez que je passe les slides. Donc peut-être juste avant de vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ouais. Hop, je le mets en grand. Donc je vous laisse vous présenter et je vous laisse répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Pour vous, quelles opportunités les PAT représentent quelles opportunités pour vous qui êtes les représentants des acteurs économiques dans ce webinaire? Ça marche, merci Louise, bonjour à tous. Je vais juste introduire le propos en présentant qui est ALCO et je laisserai ensuite la parole à notre vice-président qui vous explicitera bien mieux que moi l'exemple qu'on a choisi pour illustrer une de nos réponses à cette question. Vous pouvez passer à la slide suivante, merci. Du coup, ALCO, qui sommes-nous ?
On est une association en fait, qui regroupe les coopératives laitières du centre-ouest sur le territoire Charente-Poitou et Indre-et-Loire. En gros, donc ex-région Poitou-Charentes, la Vendée et le 37. Donc ça ne vous aura pas échappé, on est à cheval sur plusieurs régions administratives. On a un territoire qui est assez vaste, mais alors c'est parfois source de certaines complexités, mais c'est aussi une richesse pour les projets qu'on développe. On a fêté les 130 ans d'Alco l'année dernière, puisque en fait l'histoire d'Alco est fortement liée à l'histoire du développement de la coopération laitière sur le bassin Charente-Poitou. Donc à aujourd'hui, il y a 5 coopératives qui adhèrent à cette association, ce qui représente plus de 1700 élevages de vaches et de chèvres pour un équivalent de 1,5 milliard de litres de lait, donc des deux espèces collectées sur le territoire, et 30 000 emplois directs et indirects. Vous avez sur la slide en bas les identités visuelles des coopératives adhérentes. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a vraiment un collectif qui est constitué d'opérateurs qui sont semblables par le fait qu'ils collectent tous du lait. Mais il y a certains opérateurs qui effectuent uniquement de la collecte, d'autres qui font de la collecte et de la transformation, d'autres qui ont un périmètre très, très local, d'autres qui ont des champs d'action un peu plus vastes, certains qui travaillent à l'export, d'autres pas. Bref, des opérateurs très différents et pourtant très complémentaires. Donc juste pour précision, Eurial, Branchelet d'Agrial, qui est une coopérative qui a son siège social à Caen et qui officie sur en gros Normandie, Bretagne et du coup Centre-Ouest. La coopérative Terra Lacta qui officie sur le grand quart sud-ouest, on va dire, de la France. Pampli et la laiterie Terre de Sèvres, qui sont deux opérateurs des Deux-Sèvres, comme leur nom l'indique, qui sont à plus petite échelle, et la laiterie de Verneuil, qui est dans le centre Val-de-Loire et qui commercialise une grande partie de ses produits en région. Nos missions, c'est de travailler au service de nos coopératives adhérentes. Et en fait, il y a cet enjeu de, comme on est un collectif de collectifs, d'avoir des actions sur des champs vraiment transversaux et des projets fédérateurs qui vont au-delà en fait de l'identité de marque et des intérêts individuels de chaque entreprise. Vous pouvez passer à la slide suivante. Du coup, on fédère nos coopératives adhérentes autour des enjeux de transition agricole, évidemment alimentaire et environnementale, puisque ce sont les enjeux du monde actuel. Et à notre échelle, ça va s'illustrer par des travaux qui vont essayer de dynamiser la production laitière et de pérenniser cette production sur notre territoire qui est fortement marquée en fait par la déprise laitière. De renouveler bien sûr les actifs agricoles, de permettre le bien-être de l'éleveur, parce qu'on parle souvent de bien-être animal, mais le bien-être de l'éleveur est tout aussi important, et la juste rémunération de l'ensemble de la filière. J'entends par là bien sûr le partage de la valeur, mais avant tout la création de valeur également, qui est un détail qui a toute son importance quand on parle de filière et de redescendre d'une valeur, encore faut-il qu'elle soit créée à la base. Et il y a évidemment du coup un fort enjeu d'alimenter les outils en fait, industriels qui sont les outils des coopératives qui sont elles-mêmes la propriété de leurs éleveurs adhérents et actionnaires, et donc une boucle vertueuse à entretenir si on veut encore qu'il y ait de l'élevage sur nos territoires demain. Donc on a une vision commune de l'importance de la réussite collective, bien sûr, c'est inhérent au modèle, pour produire et consommer durablement sur les territoires, fédérer plusieurs acteurs et aller au-delà de ces enjeux individuels. Et juste pour exemple, avant de passer à l'illustration de ce qui a été développé avec la laiterie de Verneuil dans le cadre du PAD 37, en fait, on va essayer de créer des outils qui vont être à disposition des coopératives adhérentes et ensuite à elles de s'en emparer ou pas et de les déployer à leur échelle. Mais on a par exemple travaillé avec Max Havelaar sur l'élaboration du cahier des charges pour une filière laitière française équitable. À aujourd'hui, on n'a pas d'opérateur de notre territoire qui valorise ce label, mais c'est bien sur notre territoire qu'on a créé ce cahier des charges en partenariat avec nos coopératives adhérentes et le label, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des filières qui ont été créées sur d'autres territoires. Donc, pour illustrer un peu aussi cette transversalité qui va au-delà des enjeux de notre bassin. J'ai beaucoup trop parlé, je laisse Philippe poursuivre. On a le temps, on a le temps. Oui, bonjour. Donc, Philippe Bruno, moi je suis vice-président, enfin, j'étais producteur de lait jusqu'à peu. Je suis vice-président de cette coopérative laiterie de Verneuil. J'en étais
le président et j'ai participé au PAD d'Indre-et-Loire depuis le début. Donc, notre coopérative, hein, c'est une une coopérative très régionale puisque elle collecte sur 2 départements, l'Indre-et-Loire et l'Indre, et regroupe 125 exploitations en vaches et en chèvres. Comme c'était indiqué tout à l'heure, notre réseau de distribution, notre zone de distribution est aujourd'hui assez régionale, même si c'est plutôt récent, puisque jusqu'à il y a 15-20 ans, on était beaucoup moins en région et beaucoup plus en région parisienne ou lyonnaise, puisque les COP ont été créés à l'époque pour exporter les produits vers les villes. Voilà. Donc, le, je dirais le plan agricole, le plan alimentaire territorial, moi j'ai trouvé de l'intérêt pour un outil comme le nôtre. On y a trouvé aussi un accueil, hein, il y a beaucoup de participants. C'est vrai que c'est très, très intéressant, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, d'échanger entre nous. Et ça a permis, dans ces échanges, je dirais, de provoquer des projets. Donc, on a parlé des projets viande. Sur le lait, nous, au niveau de la COP, en parallèle, on avait déjà eu des contacts avec les responsables des cuisines, notamment des collèges et des lycées. Ça a permis d'aller un peu plus loin avec les élus aussi sur qu'est-ce qui pouvait être fait pour que dans ces collectivités, ces cantines, on utilise du lait local, tout simplement. Et on a rencontré, on a identifié 2 freins à ce moment-là. Le premier frein était un frein, je dirais, en termes d'équipement des cuisines. Les cuisines n'étaient plus équipées pour faire de la cuisine, mais en grande partie pour réchauffer. Et le deuxième frein était un frein de conditionnement du lait inadapté à des grosses utilisations, à des grandes cantines. Voilà. Ouvrir 300 à 400 briques de lait pour faire un entremets, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. À la fois je dirais les collectivités, notamment le conseil départemental, a vite compris qu'il ne pourrait pas changer d'approvisionnement s'il ne changeait pas son équipement. Et donc ça se fait dans le temps, c'est de leur côté. Et du côté de la laiterie, nous, on a envisagé, il y a eu un premier projet qui a été de dire on va faire des grands contenants en inox que l'on va remplir, que l'on va récupérer, relaver, réutiliser. C'était très bien sur le papier, ça n'a pas pu aller plus loin parce que très coûteux, notamment en transport et en lavage. Et c'était quand même relativement difficile d'avoir un contenant qui puisse convenir à tout le monde. Donc, ça a été abandonné. Deuxième projet qui a été envisagé, c'était de mettre en place carrément une ligne de conditionnement de poche, de bagging box, à proximité de la ville de Tours, le plus gros consommateur de la métropole, et de le faire en collectif. Voilà, avec l'appui de la laiterie, l'appui technique. Là aussi, ça a été abandonné pour des conditions de coût, hein, remettre une ligne complète en place, et d'organisation. À partir du moment où il y aurait plusieurs acteurs pour se servir d'un même outil, avec de tels risques d'hygiène, c'était quand même assez complexe.
Donc, troisième projet qui lui a été réalisé, c'est d'adapter une ligne que vous avez en photo là, adapter une ligne de backing box à la ligne UHT de la COP, hein, qui se situe au sud du département, mais qui est à la fois centrée entre plusieurs villes de la région, et de pouvoir ainsi eh bien, emballer en UHT du lait par 10 litres dans des box. Voilà, ça aujourd'hui c'est réalisé, ça a bénéficié de France Relance, hein, on était lauréat aussi du plan de relance, et aujourd'hui ça fonctionne. Alors par rapport à l'objectif initial, hein, qui était de pouvoir mettre à disposition, amener dans les cantines, notamment au départ, des collèges et des lycées, du lait bio et du lait charté, puisqu'on a créé il y a une vingtaine d'années un lait charté. Ce sont les producteurs qui ont défini une charte qui n'a toujours pas bougé et qui est une charte de production très locale avec une alimentation très locale, non OGM et bien d'autres choses. Voilà, ça a été très bien accueilli. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, on va arrêter d'ici peu de mettre du lait charté en poche. Et pour le bio, ça reste limité. Autant vous dire que, en fait, ce qui est commandé, c'est du lait standard au plus bas prix possible. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu un regret, mais on a affaire là à un produit qui est un produit ingrédient et qui ne s'affiche pas comme une pomme pourrait être identifiée ou un yaourt. Voilà. Donc, alors peut-être encore un peu de travail à refaire pour changer, mais comme ça a été dit tout à l'heure, les budgets repas ont légèrement progressé par rapport à des coûts de matière, et pas que de matière, hein, puisque le coût matière est pas si important dans le repas. Voilà, donc c'est un constat que l'on fait aujourd'hui, nous, à notre niveau. Alors, par rapport à la question de participer, bon, je l'ai dit, hein, moi, ça a été c'est quelque chose d'important de participer au PAT. On est implanté localement, que ce soit des laiteries de petite taille ou de grosses coopératives, enfin, des coopératives qui sont plus de niveau national, elles ont des implantations locales, des producteurs locaux, et c'est vrai que moi, j'entends souvent la réflexion de producteurs qui disent bah ouais, mes enfants au collège, ils mangent même pas nos produits qui sont faits à quelques kilomètres, voilà. Donc, il y a quand même cette volonté qui n'est pas que des élus, mais aussi des artisans locaux que sont les producteurs, les acteurs locaux, de voir leurs produits distribués à proximité, au moins dans les cantines et voir en restauration, hors foyer aussi. Donc, il y a cette volonté-là. Ce que je voulais dire aussi par rapport à mon ressenti, alors peut-être que ça va venir dans les questions, mais je vais déjà un peu donner mon sentiment sur l'acteur économique. Et là, je ne vais pas parler pour la laiterie de Verneuil, mais je vais un peu donner mon ressenti sur d'autres acteurs que sont la grande distribution, que sont les grossistes, que sont d'autres restaurations hors foyer,
Ils ont été associés, ils sont toujours associés au PAT, enfin PAD, mais on les a quand même, entre guillemets, montrés du doigt. Et je trouve que ça n'a pas été la bonne solution pour les mobiliser en montrant du doigt une certaine consommation, une certaine distribution, alors que aujourd'hui, je trouve que l'impact du travail important qui est fait en PAD pourrait être beaucoup plus important si on avait essayé de jouer le jeu avec ces acteurs-là. Parce qu'ils n'étaient pas opposés, hein, ils participent, et ils n'étaient pas opposés à faire évoluer une partie de leur distribution pour amener plus de local, notamment, amener des produits de proximité, éventuellement plus en direct. Voilà, donc alors je ne sais pas ce qui s'est fait ailleurs, mais moi je regrette un petit peu que l'on n'ait pas pris cette échelle-là. Si on veut toucher le plus grand nombre, aujourd'hui, le gros de la consommation, on sait où il se fait en grande distribution et il se fait dans la restauration hors foyer. C'est peut-être plus compliqué, mais je ne suis pas sûr que c'est plus compliqué que de créer une nouvelle filière qui, on voit quand même, reste, c'est super, c'est bien, c'est valorisant, mais ça reste assez limité. Et de l'autre côté, on a une consommation qui reste, alors, sans doute par nécessité, mais qui reste axée sur d'autres lieux. Voilà. Bon, c'est un peu un regret, notamment aussi pour les grossistes. Donc, nous, coopératives, on a notre réseau de distribution direct, mais on passe aussi beaucoup par les grossistes et notamment pour tout ce qui est public, parce que c'est très compliqué de pouvoir répondre et transporter, parce que derrière, il faut voir la logistique. Pour transporter des produits, on a du lait en brique qui se transporte température ambiante, on a du beurre qui se transporte au froid, on a des fromages qui se transportent sous un autre froid. Bon, on peut mettre 4 camions sur la route, un grossiste en met qu'un et emmène beaucoup d'autres produits. Et je trouve que ça a son intérêt. Encore faut-il travailler avec les grossistes pour que là, il y ait une vision du retour du coût, enfin, ou de la marge. Et ça, voilà, c'est pour moi des éléments qui peuvent aujourd'hui faire que le PAD progresse encore plus sur notre territoire. Merci, Monsieur Bruno. Flavie, est-ce que vous voulez intervenir, compléter les propos de Monsieur Bruno ou... Non, bah, je suis en accord avec, avec ce qui a été dit sur le. Enfin, c'est vrai que on parlait, et puis dans l'atelier de ce matin avant ce webinaire, de comment élargir le tour de table pour le rendre plus riche et améliorer le processus décisionnel. Je pense que c'est important de. C'est bête ce que je veux dire, mais de ne pas partir avec des a priori. En fait, il y a des gens qui portent des solutions, même si a priori on se dit qu'ils sont trop gros ou trop ceci ou pas assez cela. Vu qu'on se place a priori sur l'échelle d'un territoire, voilà, on est sur des actions en local. Il y a des solutions en local à trouver, même chez des acteurs qui rayonnent beaucoup plus largement. Voilà, si tant est que tout le monde met la main à la pâte et qu'on se met en ordre de marche dans le même sens. Mais je pense que c'est important de ne pas avoir d'a priori sur des types d'acteurs, en fait. Merci Flavie, c'était votre mot de conclusion. Exactement. Exactement. Et ben on restera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, 4e temps de notre webinaire.
je vous propose qu'on passe sur un temps de questions-réponses. Merci beaucoup à tous les deux aussi pour la sincérité. L'objectif, c'était aussi d'aborder ces questions-là, ces sujets-là. Voilà, vous avez parlé de ressenti. Je prends les questions et n'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat, pardon. Vous avez évoqué le fait d'avoir d'avoir bénéficié de financement du plan de relance. La question porte sur la ligne. Est-ce que c'était, et donc ça c'est pour Monsieur Bruno, est-ce que c'était une ligne PAT ou une ligne structuration de filière? Question très précise. Je crois que c'était une ligne PAT, mais j'en suis pas certain. C'est pas grave, on a le droit de pas être sûr. Ouais, je crois en fait qu'il y a eu, en fait, ça devait être sur la mesure de soutien au PAT. Il fallait qu'il y ait un parrainage par le biais d'un PAT porteur. Et donc du coup, c'est par ce biais-là, mais c'était sur enfin, je pense que c'est effectivement plutôt sur une ligne PAT aussi. Ça me parle plus. En gros, la Merci. laiterie est plus positionnée par le biais du parrainage PAD, en gros. Merci Lucie. Alors je vous invite à lire le témoignage de Laure dans le chat. C'est pas vraiment une question, mais c'est pareil, un ressenti. Elle acquiesce en tout cas ce que vous avez tenu comme propos, Monsieur Bruno. Une question, alors à la fois pour nos amis d'Alco et puis peut-être pour toi aussi, Lucie, puisque tu représentes le PAT du 37. La rencontre du PAT 37 et de la laiterie de Verneuil s'est-elle fait grâce à une convergence entre la stratégie territoriale de l'entreprise et le PAT? Est-ce que c'est un préalable indispensable ou il est possible d'imaginer de créer des synergies avec des entreprises initialement moins impliquées sur leur territoire en termes de marché? Je vais juste me permettre de faire un petit préambule à la réponse à cette question pour quand même rendre à César ce qui est à César. On a choisi, en présentant Alco et un de ses opérateurs, de prendre comme exemple cette initiative. Mais en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'était vraiment une action de l'entreprise et c'est pas Alco qui a permis le cadre de cette rencontre et la mise en œuvre de ce projet. C'est juste pour précision. Voilà. En fait, on a été associé comme acteur important, acteur de l'agroalimentaire important sur le département, et aussi parce que on a fait ce lait charté qui a rayonné plus que le département, parce que les départements autour, et qui a quand même été reconnu comme une action importante. On remonte à 20 ans, d'éleveurs qui ont pris en main, qui ont dit, voilà, nous, on veut produire d'une certaine façon et on veut mettre à disposition des consommateurs un lait produit d'une certaine façon. C'était innovant, on n'avait que 15 ans d'avance, mais et ça a été montré en exemple par et nos élus et l'administration. Voilà, donc c'est vrai qu'on est arrivé avec un a priori filière, puisque derrière ce cahier des charges, il y a une association qui s'est créée, soutenue, mise en place comme c'est fait aujourd'hui pour la viande par la Chambre d'agriculture. Lucie, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, pour compléter effectivement et puis bon, peut-être pour reprendre sur la dernière partie, est-ce que effectivement, c'est possible de créer des synergies avec des entreprises qui sont moins impliquées sur le territoire en termes de marché? Moi, je pense que oui, tout à fait et c'est justement tout l'objectif et tout l'intérêt d'avoir un projet alimentaire. Là, je prends l'exemple, par exemple, enfin, je change un peu de sujet, mais sur la filière légumes qu'on est en train d'essayer de structurer, c'est par le biais d'un travail qu'on a mené étroitement avec la Chambre de commerce et d'industrie qui a, elle, de son côté, des ressortissants plutôt effectivement là des transformateurs aussi qui sont moins dans nos tablettes entre guillemets à la chambre d'agri. On a opéré la mise en lien et là on a un opérateur qui est très intéressé pour jouer un rôle potentiellement aussi sur la transformation, qui cherche à s'ancrer plus fortement sur le territoire et c'est vraiment un petit peu cette connexion, cette recherche de synergie. Puis à un moment donné, il faut aussi provoquer les choses en essayant de mettre en place des projets. Et le tout, voilà, c'est d'essayer. Donc moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut tenter. Et après, ça vient effectivement percuter aussi avec des logiques d'entreprise.
et il faut que ce soit raccord avec des pas de temps et des temporalités. Des fois, le temps des PAT aussi, qui est quand même soumis des fois à des temps un peu plus administratifs et donc un peu plus longs, coïncide pas nécessairement. Mais voilà, il faut essayer. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que alors, il y a d'autres questions dans le chat? Il y a alors notre collègue, Vivien, je dis notre collègue parce que je sais qu'il est du réseau chambre, profite du thème des webinaires pour faire connaître les livrables d'un projet qui a été porté, par la chambre, les différentes chambres de Bourgogne-Franche-Comté. C'est le projet qui s'intitule Sécafiter et il vous encourage à regarder le guide méthodologique pour accompagner la structuration et la structuration de filières. Moi, j'ai peut-être des questions pour nos amis d'Alco. Vous avez présenté l'exemple de la laiterie de Verneuil et du PAT du 37. Est-ce que vous savez si vos autres membres, vos autres adhérents prennent part à d'autres PAT? Vous l'avez montré, hein, vos adhérents, enfin vos membres couvrent plusieurs régions d'ailleurs et une grande surface. Et c'est dans ces territoires, il y a un grand nombre de projets alimentaires qui se déploient. Est-ce que vous avez en tête d'autres démarches sans forcément rentrer dans le détail, mais Nous, on rencontre des porteurs, enfin des représentants et coordinateurs des PAT. J'ai en tête notamment 2 qui sont dans les Deux-Sèvres, 2 qui sont dans le 17. Et après, en gros, l'idée, c'est déjà de se connaître, de faire connaître nous, les coopératives qui sont adhérentes, les opérateurs présents sur le territoire, voir aussi parce que selon les PAT, on n'a pas forcément les mêmes, c'est ce que vous disiez, selon l'avancée et le plan d'action qui est en cours de mise en œuvre, on n'est pas forcément cohérent sur les pas de temps mutuels, quoi. Mais typiquement, on a rencontré un PAT du 17 cet été. On a présenté les différents opérateurs, les différents projets. On a parlé du coup de l'AOP Beurre Charente-Poitou, qui est un label de qualité qui est porté par les opérateurs en lait de vache du territoire. Et ça a débouché sur un projet. On en est vraiment au stade de l'étude de faisabilité et d'intérêt au niveau des filières. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y aurait un intérêt économique et est-ce que les coopératives ont envie de suivre ça sur de la valorisation de réformes laitières qui sont issues des exploitations qui livrent le lait en AOP. Parce qu'il y a un cahier des charges particulier, il y a des rations distribuées sans OGM, etc. Et donc, du coup, est-ce que dans le cadre de ce PAT, on peut aller contacter les opérateurs de la filière viande, créer des synergies ou pas? Est-ce que la traça à mettre en œuvre, elle est coûteuse ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt avec une valo derrière? Enfin, voilà. C'est cette question, je ne sais pas si ça aboutira et je ne peux pas savoir à l'avance les résultats de l'étude de faisabilité et d'intérêt, mais cependant, le fait d'avoir rencontré les acteurs du PAT, ça nous a permis de nous poser la question déjà. alors, du coup, peut-être une question. Merci d'abord. Et puis, peut-être une question de conclusion. Monsieur Bruno, vous nous avez partagé voilà, des faits et des constats. Le fait que voilà, certains opérateurs, alors peut-être moins les coopératives, quoique, vous avez cité la grande distribution, les grossistes sont moins associés aux démarches de PAT. Vous avez cité la question des a priori, des préjugés. On le sait, les PAT se sont déployés il y a 10 ans pour peut-être pour répondre déjà à la crise agricole de 2014, mais aussi pour peut-être développer des systèmes qui sont un peu parallèles au système alimentaire dominant. J'aime pas trop le terme, mais je vais l'utiliser quand même dans ce webinaire. Selon vous, Flavie et Philippe, comment rassurer les porteurs de PAT? Si vous deviez voilà, leur dire en quoi c'est intéressant, c'est opportun, ça vaut la peine de venir nous voir, de discuter avec nous, et voilà, qu'est-ce que vous leur diriez? En quoi Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Voilà. moi, je pense que si l'objectif, il faut savoir quel est l'objectif du PAT, du PAD. Est-ce que c'est de faire évoluer
l'alimentation et tout au moins l'origine de l'alimentation d'une grande majorité de consommateurs, ou est-ce que c'est de faire de l'image, et je caricature un peu, de faire de l'image avec quelques actions locales. Voilà, je caricature pas mal. Si c'est de faire quelque chose pour le plus grand nombre et assez vite, pour moi, c'est incontournable de faire évoluer une partie de la grande distribution. On sait qu'on ne fera pas bouger tout. Ils ne sont pas opposés. On a bien vu avec les producteurs fermiers en direct, hein, qui travaillent de plus en plus avec la grande distribution. Donc, pour moi, si l'objectif, c'est le plus grand nombre, sans passer, sans laisser de côté un petit peu les objectifs quand même de qualité, de proximité, tout ça, évidemment, je crois qu'il faut associer, y compris pour la restauration hors foyer, il y a des choses à faire, et je pense que les acteurs, ils sont intéressés. Enfin, moi, pour en avoir parlé aussi bien que de la grande distrie que des acteurs de la restauration hors foyer, ils sont intéressés. On bute sur des questions de coûts, mais ça peut évoluer. Voilà. Alors, je dirais que aujourd'hui, ce qui me paraît plus facile, c'est de créer une mini-filière locale. Pour combien de temps? Il faut que ça soit durable. Hein, il y a quand même de l'énergie. Enfin, moi, je vois le temps qui passe et l'énergie et l'investissement de la Chambre d'agriculture. Il faut que ça dure. Il faut que ça se développe. Mais il faut aussi que ça soit autonome. La filière que nous a présentée Lucie, il faut qu'elle soit autonome à court terme. Sinon, elle n'est pas viable. Si elle a besoin constamment de soutien de la Chambre d'agriculture et autres pour pouvoir fonctionner, c'est pas viable. Donc, moi, je trouve que c'est super, mais il faut que ça se développe pour acquérir l'autonomie que doivent avoir ces filières. Hein, ça, c'est clair. Mais je suis persuadé que, d'ailleurs, les acteurs, nous, en département, ils suivent, ils viennent aux réunions. Ils sont parfois un peu désabusés à la sortie parce que sont plus des cibles par rapport au type de distribution qu'ils proposent, mais ils sont ouverts. Et je pense que c'est une chance et il faut qu'on trouve des actions. En tout cas, si on veut continuer à ce qui s'implique, il faut qu'on trouve des actions avec eux et pas simplement leur demander d'être la solution. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. Alors, je vois qu'il est 12h27. Je m'étais engagée à vous libérer à 12h30. Donc, je vous propose qu'on s'en arrête là, sauf si nos différents intervenants souhaitent apporter un élément de réponse ou conclusion. J'ai vu qu'il y avait 2 autres questions dans le chat, mais je vais malheureusement pas les prendre. Et si vous ne voulez pas intervenir, mes chers intervenants, eh ben, je propose de conclure. Mais Flavie, vous avez ouvert votre micro. Ouais, je suis désolée, juste très rapidement, mais en lien indirectement avec la question sur le fait d'impliquer les opérateurs intermédiaires et la création de valeur. Ce qui est sûr, c'est que si on ne met pas les gens autour de la table et qu'on part du principe qu'ils ne seront pas à l'écoute, bah, on aura du mal à discuter avec eux. Et je ne dis pas que c'est facile et qu'il n'y a qu'à Faucon. N'empêche que quand on parle d'innovation et de transition de système, bah, par définition, on doit transformer un existant. Donc, on va se heurter à des freins. Parfois, c'est du travail de longue haleine, mais c'est un travail de fond et on ne fait pas de travail de fond sans impliquer les acteurs. Enfin, à un moment donné, il faut qu'ils rentrent dans la boucle, en fait. Et il y a des exemples de contrats tripartites qui sont signés. Alors, je vous l'accorde, il y a des opérateurs plus ou moins vertueux. A priori, n'empêche que si on ne leur parle jamais, on ne pourra pas dire qu'on a essayé, quoi. Donc, je pense que c'est important.
Merci Flavie. Lucie, tu avais ouvert aussi ton micro. Oui, non, juste pour continuer dans cette lignée-là aussi. Et enfin, je pense que dans le cadre des PAT, on se doit aujourd'hui aussi. Alors nous, c'est plus facilitant parce que peut-être qu'on est à l'échelon départemental et qu'on a ce travail en lien, ce copilotage avec la préfecture et les services de l'État. Mais c'est aussi d'être vigilant à ne pas déstabiliser l'existant. C'est-à-dire que dans les démarches PAT aujourd'hui, on voit très souvent apparaître, parfois, voilà, pour différents facteurs, hein, puisque des fois ça fonctionne moins bien sur d'autres territoires. Mais faire attention à ne pas se substituer à l'action privée qui peut être en place en fait sur le territoire, parce qu'il y a quand même des opérateurs dont ce sont les métiers, qui ont la compétence et le savoir-faire. Et des fois, c'est vrai même en termes de gain d'énergie, on gagne beaucoup de temps à les associer. Et puis surtout aussi, c'est voilà, des acteurs locaux qui sont déjà là, qui sont déjà implantés. Et c'est vrai il faut compter avec, quoi, complètement. Merci beaucoup Lucie. Élise, j'ai vu que vous aviez aussi refermé depuis, mais réouvert votre micro. Est-ce que vous voulez... Non, vous j'abonde totalement. acquiesciez. Ouais. Oui, j'abonde totalement dans ce sens-là. Effectivement, il ne faut pas que l'action publique vienne à l'encontre du système qui est déjà en place et vienne en opposition avec les acteurs privés, mais bien que ça puisse allier l'ensemble. Merci Lise. Je vais pas me lancer dans une conclusion parce que je trouve que vous avez particulièrement bien conclu ce webinaire. Donc je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. Alors à la fois d'abord et en premier lieu à nos 4 intervenants parce que je trouve que les échanges étaient très intéressants. Et aussi aux participants et à ceux qui sont restés jusqu'au bout et vous étiez encore nombreux. Donc merci beaucoup. Vous retrouvez les autres webinaires France PAT cet après-midi dès 13h. Avec un premier webinaire sur l'accessibilité. C'est ça, hein, Zoé, je me réfère à notre animatrice de la journée. C'est ça, l'accessibilité alimentaire dans les PAT. Et un deuxième webinaire sur les changements de pratiques agricoles. On vous retrouve cet après-midi. Bon appétit, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.